Parce que le problème du stress, c'est qu'après, on perd toute capacité de discernement. C'est-à-dire que si on passe vraiment en zone critique, on n'est plus dans cette zone de maîtrise, on va être en zone critique. Donc soit une zone critique haute, où il y a une énergie très haute qui est désagréable, inconfortable et surtout qui va nous occasionner des comportements qui sont inadaptés. Là, à ce moment-là, on ne va plus avoir de discernement possible. On va faire des choses qui n'ont aucun sens. Et moi, j'ai des retours comme ça d'expérience sur des opérations de police ou autres, notamment par exemple des gens qui sont, quand ils étaient au Bataclan. Monsieur Jeffrey se fait beau pour l'interview. Voilà, exactement. Moi, le plus beau possible pour Monsieur Michel quand même. Interviewé par ça avec Michel, c'est quelque chose quand même. Voilà, parfait, c'est bien. Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas trop quelle caméra regarder parce qu'on en a pas mal. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un ami pour ma toute première interview, Geoffrey Brochet. Geoffrey, en fait, c'est la première personne à qui j'ai accepté de participer à son podcast. Et là, j'ai aussi décidé d'interviewer quelques amis. Et le premier de la série, merci de me faire cet honneur, c'est Geoffrey. Geoffrey, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette conversation. Eh ben, merci beaucoup à toi, Cédric. Vraiment un honneur d'être comme ça, de partager un moment avec toi. C'est vrai que tu avais fait le premier de mon podcast, la première interview. C'était très, très bien passé. Et je suis heureux d'être là et de partager un bon moment avec toi, avec les gens qui vont être aussi avec nous. J'avais envie de faire intervenir Geoffrey pour une raison qui me semble importante. Bien évidemment, je sais que vous avez à cœur de travailler votre stress. Et puis là, vous l'avez vu, ces derniers temps, on est en train de réorienter justement le contenu qu'on vous fait qui va s'adresser justement à des gens qui sont dans la performance, des gens qui sont dans une certaine réussite et avec un succès douloureux. Et Geoffrey, c'est un expert en préparation mentale, c'est aussi un ancien policier et il va nous raconter tout ça. Donc vous imaginez que les situations de stress, il connaît et je pense qu'il va nous expliquer aussi pourquoi c'est important de prendre conscience et de travailler sur son stress pour pouvoir faire les choses de manière optimale ou on pourrait même dire un peu plus librement sans être impacté par ce stress et tout ce que ça va générer. Mais avant, si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter, expliquer ce que tu fais? Avec plaisir. Donc Geoffrey Brochet, j'aime me définir comme quelqu'un de passionné. Passionné par tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, tout ce que je teste, tout ce que j'expérimente. Et c'est vrai que j'ai un parcours dans la police. J'ai fait 15 ans dans la police, 10 ans en unité opérationnelle, donc concrètement sur le terrain, à vivre vraiment des expériences qui ont été source d'apprentissage pour moi, vraiment. On en parlait même il y a quelques heures de ça. Et par la suite, j'ai terminé ma carrière dans la police comme formateur spécialisé en maniement des armes, en technique d'intervention et notamment en préparation mentale au sein de la police où j'ai été le premier instructeur formé par les militaires en préparation mentale au sein de la police nationale française. Ok. Donc, et ce que j'ai beaucoup apprécié, tu vois, par rapport à ce que tu dis, Cédric, c'est que effectivement le stress aujourd'hui, dans tout ce que les gens vivent, le stress, on parle souvent de la maladie du siècle. Je ne sais pas si c'est la maladie du siècle. Le mal du siècle. Le mal du siècle, je ne sais pas s'il y a un seul mal ou s'il y a beaucoup de mots en tout cas, mais ça en fait partie. Et ce que j'ai aussi envie de partager avec toi aujourd'hui, et je sais que toi tu es aussi dans cet état d'esprit-là, c'est que c'est important d'avoir des outils et c'est encore plus important que ces outils-là soient concrètement applicables directement sur le terrain. Ouais, et puis efficace. Ouais. Efficace. On a beaucoup discuté de ça aussi. Toi, tu es quelqu'un qui est partisan du justement ces outils qui sont pratico-pratiques et utilisables dans n'importe quelle situation. Que ce soit utilisable, là imagine, je suis avec toi, j'ai un pic de stress qui vient, je suis en mesure de le gérer, ou alors je suis dans la rue et il y a le chaos. Il y a un accident, il y a un tremblement de terre, il se passe quelque chose. Comment je fais pour gérer mon stress là maintenant? Justement, très belle transition. Si jamais là maintenant, on se connaît, on est amis, donc je pense pas que ce soit très stressant. Non, c'est super. Mais imaginons que là, tu sois interviewé, je sais pas forcément au journal de 20 h, mais que tu sortes justement, tu as un livre, on en parlera, que tu sois interviewé par un grand journaliste où il y ait peut-être une dizaine de caméras, là on en a 3, et que ce soit
nouveau. C'est souvent ça, au fait, des fois qui crée le stress, la nouveauté, et que tu sentes ce pic monter. Si là, tu te visualises, comment tu gérerais ça sur l'instant avec ce stress où il n'y a pas de danger physique, mais où il y a quelque chose qui monte quand même. Et des fois, ce n'est pas forcément logique parce qu'on se dit, je suis en sécurité, les gens sont bienveillants, etc. Mais c'est comme quand on monte sur scène, il y a un truc qui monte. Comment tu ferais à ce moment-là, là maintenant, entre guillemets? Alors, c'est intéressant dans ce que tu dis, Cédric, parce que finalement, tout est une question de perception. Effectivement, on est amis dans le privé, je suis vraiment détendu d'être là avec toi, mais je pourrais aussi avoir cette perception en me disant, mais Cédric, il y a des milliers d'abonnés, ça va être écouté des milliers de fois, donc c'est pour moi quelque chose qui pourrait être stressant. Oui, on va faire un minimum 10 000 vues. Ah ben j'espère bien. Dans les premières 24 heures. Voilà, dans les premières 24 heures. Pour monter un petit peu le stress, non, même si c'est concret. Mais même si c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est la perception qu'on a de la situation. Et donc, la première chose vraiment qu'il est importante de mettre en place, c'est l'observation de soi-même. Alors, c'est vrai que quand on vit une situation d'urgence, si la personne n'a jamais travaillé en situation calme, ça risque d'être difficile pour elle d'être capable de s'observer parce que justement, il y a cet effet de tunnelisation où elle va avoir vraiment l'effet tunnel. Hein. En police, on en parlait beaucoup, c'est-à-dire que tu es concentré sur la problématique, ce qui vraiment, c'est pour ça que tu vois même plus ce qui se passe à droite, à gauche, tu es focalisé que sur ça. Et donc là, c'est plus une réaction émotionnelle et remettre de la raison sur tout ça, c'est très compliqué, voire impossible si on n'a pas d'entraînement. Donc, la première des choses, c'est être en mesure de s'observer, mais dans des situations du quotidien. C'est très important de dire, tiens, comment je me sens là avec mes amis, comment je me sens avec ma famille, mes collègues, peu importe. Donc, avoir cette capacité à prendre du recul par rapport à soi-même. Et souvent, on dit comment je me sens, mais c'est un peu vague. Dire comment je me sens au niveau physique. Tiens, et on va encore plus dans la précision. Au bas de mon corps, comment je me sens au niveau de mes jambes, au niveau de mes bras, au niveau du buste, etc. Et puis ensuite, au niveau émotionnel, comment je me sens? Est-ce que j'ai tendance à être… Parce que stressé, c'est pareil, c'est vaste. Si on va plus en précision, est-ce que je suis apeuré? Est-ce que je suis intimidé? Si je mettais un mot, pas forcément une émotion, mais un mot sur ce que je vis, pour comprendre ce qui se passe, d'accord? Pour être en mesure d'être plus prendre de la hauteur par rapport à ça. Comme quelqu'un qui conduirait une voiture et qui regarde déjà son tableau de bord. Savoir si je dois freiner, accélérer ou je regarde mon tableau de bord. Donc ça, c'est la première des choses. Et ça paraît simple. On se dit, oui, bah ça, on sait. OK. Mais vous qui nous écoutez aujourd'hui, qui nous regardez aujourd'hui, si vous faites cet exercice là maintenant, juste simplement, comment vous êtes là maintenant, pas dans 10 minutes, pas il y a 10 minutes, maintenant. Et ça, c'est des petits apprentissages. Et au départ, ça devient un petit peu mécanique. Et après, ça devient des automatismes. On est en mesure de tout de suite distinguer parce que quand le stress monte, c'est rare, sauf vraiment des cas extrêmes, que ça passe de 0 à 100. Souvent, il y a des éléments déclencheurs. Ça monte graduellement. Donc, plus on va être en mesure de distinguer quand la courbe elle monte, plus on sera en mesure de mettre une contre-mesure. Et c'est là que c'est intéressant. Sur cette chaîne, ils ont un peu l'habitude. Donc nous, on utilise une autre terminologie. Après, les choses, c'est que des mots, hein, à partir du moment où c'est la même chose. On parle de prendre sa météo intérieure. J'en parle aussi. Et en fait, c'est hyper important régulièrement de prendre sa météo intérieure. Et quand on est en zone de stress, c'est le reconnaître, simplement le reconnaître, être OK avec le fait qu'on n'est pas OK avec ça et que c'est inconfortable, et puis après, agir juste après. Mais c'est vrai que ça se passe un peu comme tu le décris. Parce que le problème du stress, c'est qu'après, on perd toute capacité de discernement. C'est-à-dire que si on passe vraiment en zone critique, on n'est plus dans cette zone de maîtrise, on va être en zone critique. Donc soit une zone critique haute, où il y a une énergie très haute qui est désagréable, inconfortable et surtout qui va nous occasionner des comportements qui sont inadaptés. Là, à ce moment-là, on ne va plus avoir de discernement possible. On va faire des choses qui n'ont aucun sens. Et moi, j'ai des retours comme ça d'expérience sur des opérations de police ou autres, notamment par exemple des gens qui sont, quand ils étaient au Bataclan, hein, on sait ce qui s'est passé au Bataclan, des gens qui, au lieu de fuir la situation, cherchaient leurs chaussures. Tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Ouais. Sauf qu'en état de stress, tu es focalisé sur quelque chose, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, mais voilà, tu
c'est plus raisonnable en fait. Donc c'est important. Donc, les amis, on fait une petite pause. On est au Mexique. On a bien demandé à plusieurs personnes qu'on ne soit pas dérangés. Évidemment. Devinez quoi? Quelqu'un est en train de frapper. Et c'est pour gérer notre stress justement. Exactement. Hop, on reprend. Tu vois, par exemple, cette situation-là, elle est intéressante. Parce que pour faire cet entretien ensemble, on a mis en place des moyens, on fait en sorte de proposer un contenu de qualité. Et là, il y a un événement extérieur qui vient perturber tout ça. Donc là, on pourrait avoir du stress, mais dans le sens où une énergie désagréable qui monte. De l'agacement, voilà. Et puis après, on part dans quelque chose qui nous fasse dire des choses à la personne et nous met dans un état d'esprit qui soit pas bon pour nous déjà et pas bon pour les gens qui vont nous écouter. Donc là, toi, je t'ai vu te lever tranquillement, rester dans cette zone de maîtrise, avoir des comportements adaptés et revenir justement là, dans cette zone de maîtrise où on continue, voilà, c'est reparti. Tu vois, et c'est ça qui est important, c'est que plus on va avoir cette capacité à se comprendre, à scanner sa météo intérieure, comme tu dis, hein. Est-ce que c'est de l'orage? Est-ce que c'est un beau soleil? Est-ce qu'il y a du ciel gris? Bref, comment c'est? Et plus on va avancer avec finesse, délicatesse et surtout ce qui va nous permettre d'avoir de plus en plus de discernement, sur nous et de discernement sur l'environnement. Tu vois, et c'est ça qui est important parce que quand on est stressé, on peut avoir soit un focus qui est que interne, où on est fermé sur soi, on est coupé du monde extérieur, ou alors un focus essentiellement externe, où là on se coupe de soi et on est juste à la recherche de quelque chose extérieur. Donc c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle aussi le flow hein, dans le sport de haut niveau, c'est d'être en capacité de faire qu'un avec l'environnement. Dans la zone. Exactement, dans cette zone où on est en capacité de dire « voilà, allez, je suis un peu là, mais je surfe sur ce qui se passe en ce moment ». Donc, comme ce qu'on vient de vivre là, tout ce qui se passe dans notre quotidien est finalement source d'apprentissage. Et puis, ça nous permet d'en apprendre plus sur soi et comment on s'adapte. Et justement, un sportif de haut niveau comme ceux que tu peux accompagner, parce que je sais qu'en ce moment, tu en accompagnes 2. Oui. Justement, eux, comment ils font quand ils sont dans cet objectif de performance et qu'ils doivent performer ici et maintenant et qu'ils sentent que ça monte un peu, parce qu'on le voit, hein, d'ailleurs, ça a été bien illustré sur les dernières séries Netflix qu'il y avait eu sur le tennis ou autres, où en fait les meilleurs, ceux qui étaient vraiment dans le top 3, ils avaient cette capacité à savoir gérer et même s'ils dépassaient la zone ou ils sortaient un peu de la zone, à y revenir très très rapidement. Donc toi qui as l'habitude de travailler avec ce type de personnes, comment ça se passe et justement en quoi consiste un accompagnement pour ce type de personnes? C'est justement, on apprend à l'athlète en l'occurrence à développer cette habileté-là, à discerner quand il sort de sa zone ou lorsqu'il y est, et vraiment avoir conscience de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en amont, nous on va décrypter vraiment les différentes phases de l'événement. Dire, ok, tu es 1 heure avant l'événement. Quand tu dis que tu dois être dans la zone, à ce moment-là, comment tu dois être? Plutôt calme, plutôt en haute énergie, plutôt, voilà, pour ne pas justement prendre de l'énergie et être en train peut-être d'en créer. Vous anticipez pour que ce soit connu une fois que la personne dit ça. C'est ça. Ensuite, comment tu vas être à ce moment-là? Tiens, quand tu te prépares, quand tu mets ta tenue, comment tu dois être? Et tout ça, c'est une histoire un peu de conditionnement mental aussi. Un petit peu comme quand on voit les All Blacks qui font le haka, c'est un conditionnement qui est physique parce que concrètement, ils viennent percuter leurs membres et ensuite, ils crient et là, ils se conditionnent aussi mentalement. Ils se préparent à l'action. Donc ça, c'est important, c'est remettre de la conscience sur les différentes étapes. Donc, et on peut aller même plus loin, on va plus loin avec les athlètes, c'est 2 jours avant. Comment tu es? Comment tu dois te comporter dans le sens où, au niveau de ton sommeil, au niveau de ta nourriture, au niveau de ta préparation mentale, comment tu anticipes l'épreuve à venir? Donc là, nous, on a des techniques, par exemple la Tao, c'est une technique d'imagerie mentale que j'ai mis en place, la technique d'anticipation optimale. Donc, dans un état modifié de conscience, comment tu fais pour préparer l'événement à venir? Tu vois, donc ça, c'est une technique qui est utilisable jusqu'à peut-être 1 à 2 heures. Enfin, il peut aller plusieurs jours avant et pas plus que 1 à 2 heures avant l'événement. Parce qu'on est justement dans un état modifié de conscience, plutôt type relaxation. Donc, on va éviter de faire ça juste avant, sinon on n'est pas dans un niveau d'activation qui soit optimal. Mais donc, vraiment, pour répondre à ta question, Cédric, c'est
on décrypte chaque zone. Et si on synthétise, c'est dans le avant, dans le juste avant, dans le pendant aussi et dans le après. Vraiment, on remet de la conscience sur toutes les étapes. Ça, c'est de la visualisation, de l'anticipation? Oui, alors c'est de la préparation. Et à un certain moment, on sera sur de la visualisation. Mais ce mot visualisation, il est un peu galvaudé. Et des fois, on se dit la préparation mentale ou la visualisation, c'est « je me vois au top ». Sauf que ça fait partie juste d'une seule chose dans notre préparation, dans notre visualisation. C'est-à-dire que ce qui est important quand on se prépare à un événement, c'est de s'y préparer. Ok, je vais être en capacité de m'adapter à la situation, enfin d'être au meilleur de moi-même, et surtout, je vais être en capacité de m'adapter. Comment je vais faire quand quelque chose qui n'est pas prévu arrive? Exemple, donc il y a des choses qu'on peut déjà lister. Par exemple, un athlète, ça va être tiens, comment je fais si la météo elle change, comment je fais si un concurrent me dépasse, comment je fais. Ok, ça on le décrit. Mais il y a des choses, on ne peut pas tout prévoir en fait. Mais si à ton cerveau déjà tu le prépares en lui disant il peut y avoir des choses qui ne sont pas prévues sur ta roadmap, il est prévenu en fait. Ouais, pour pas être dans une illusion, tout va bien se passer, tout va bien se passer, ou comme le fameux célèbre passage de Tony Robbins qui en fait dit qu'il ne fait pas du tout de psychologie positive en disant ça ne sert à rien d'aller dans ton jardin, en disant il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes. Si, il y a des mauvaises herbes, voilà. Il faut juste que tu les enlèves. Oui, bah c'est ça. Et parce que le pire, c'est que ce genre de discours à dire ça va bien se passer, tu vas être au top et s'arrêter là, alors oui, ça peut te motiver sur le moment, sauf que c'est le pire chose à faire si tu as un événement important parce que si tu arrives à ce moment-là et que ton cerveau, lui, il se dit tout va bien se passer, il y a une petite perturbation, il va dire mais attends, on n'avait pas prévu ça. Hein. Et là, c'est le bazar parce qu'il ne comprendra pas. Le cerveau, lui, il n'aime pas l'inconnu. L'inconnu lui fait peur. C'est pour ça que quand il voit une situation inconnue, il envoie de l'adrénaline parce que situation inconnue égale danger. Donc si c'est du danger, tu te sauves, tu luttes, tu es inhibé, enfin c'est des réactions au stress. Donc tout ça avec l'athlète, nous on va justement décrypter tout ça. Et évidemment, en tant qu'humain, on n'est pas des machines, pas encore, mais on prend un feedback. Donc quand je disais le avant, pendant, après, dernièrement j'ai un athlète qui vient et puis qui me dit écoute Geoffrey, je ne comprends pas parce qu'à 5 minutes avant mon épreuve, j'ai un pic de stress qui arrive. Donc là, nous, notre job, ça a été de prendre du recul par rapport à ça et de décrypter minute après minute. Dire, OK, là, à ce moment-là, comment tu te sentais? Là, à ce moment-là, ça allait. OK, quand tu as fait ça, comment tu étais? OK, à ce moment-là, je commençais à me sentir ça. OK, donc on va rechercher l'élément déclencheur pour qu'ils comprennent finalement ce qui se passe et pourquoi il a eu cette réaction physique et après émotionnelle et mentale. C'est important de comprendre ou travailler tout de suite sur comment changer pour qu'il ait ce qu'il souhaite? Il y a des moments où ça dépend des situations. Là, on est vraiment sur une préparation mentale sur plusieurs mois et c'est important que lui, il ait du feedback comme ça pour les situations futures. Il sera en mesure de dire « Ah oui, ça m'est arrivé la même chose quand j'étais dans tel pays, je suis en mesure de gérer, donc c'est OK. » Tu vois, on augmente notre expérience finalement. Ouais, la clarté ou en tout cas, ça fait partie de l'expérience, comme tu dis. Ouais. Exactement. Et donc là, on était vraiment dans le après situation. Maintenant, quand tu es dans le pendant, c'est aussi un des… Tu sais, on voit beaucoup dans le développement personnel, de comprendre les choses, d'être OK, mais quand c'est l'urgence, tu n'as pas le temps de ça. Quand tu dois prendre une décision, c'est à gauche ou à droite, et que tu n'as pas le temps de dire OK, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui vient m'animer, en quoi ça répond à mes valeurs. Non, tu vas à gauche ou tu vas à droite. Donc là, plus tu vas avoir cette capacité à distinguer, là je ne suis pas en mesure de discerner, là je suis en discernement, ok, quelle décision je prends, mais je le prends avec plus de discernement possible, et mieux ce sera. Donc en situation d'urgence, parfois on n'a pas le temps de comprendre. Mais parfois, enfin pas parfois, avec l'entraînement, cette compréhension va prendre des millisecondes après. Tu vois, je me souviens, moi sur des situations de police, où j'ai été amené à sortir mon arme sur des situations où les gens allaient mettre ma vie en danger, tu as un millième de seconde pour dire est-ce que je tire ou est-ce que je ne tire pas. Après, c'est quelque chose qui est jugé sur des années. Moi, par chance, j'ai jamais été amené à faire feu sur la voie publique, et tant mieux. Mais j'ai été amené où qu'est-ce que je fais? Donc c'est un millième de seconde. Et si tu n'as pas auparavant l'entraînement pour ça, tu peux être amené à… tu peux faire une bêtise. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu
facile de dire il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. On le voit, rien que dans son quotidien, des fois, quand des parents disent des choses qu'ils ne pensent pas à leurs enfants parce qu'ils sont sous stress, alors que c'est des situations du quotidien, là on s'imagine que dans des situations d'urgence, c'est encore plus élevé, encore plus quand ça t'arrive, quand tu es fatigué, quand tu as ta vie personnelle qui te chahute, etc. quoi. Donc pour un sportif pro, donc c'est important aussi de mettre la lumière sur justement les choses qui peuvent mal se passer. Et pour un entrepreneur ou un chef d'entreprise ou un cadre supérieur où il peut y avoir des choses qui sont difficilement anticipables, selon toi, ce serait quoi la meilleure manière de se préparer ou de s'entraîner pour réagir de la meilleure façon justement quand ces choses se présenteront et que ça fera grimper le stress? Ce serait quoi De considérer déjà comme chaque situation comme un entraînement. Toutes les situations. On est intervenus tous les deux sur la scène du Grand Rex et moi pour me préparer, parfois je me retrouvais dans une rue, comme ça je marchais et je m'imaginais parler devant les 1200 personnes. Tu vois, il y avait plein de personnes dans la rue, je m'imaginais leur parler. Tu prépares ton cerveau en fait. Donc saisir chaque situation comme tiens, comment je pourrais m'entraîner pour gérer ça? Et plus tu vas avoir de bagages en termes d'expérience et plus ton cerveau il va être prêt. Un petit peu comme on voit des fois des unités d'élite, le RAID, le GIGN, peu importe, ces unités prestigieuses, finalement elles s'entraînent beaucoup parce qu'elles s'entraînent à être capables d'improviser. Mais quand je dis improviser, ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est comment je m'adapte à la situation que je rencontre. Et là, tu deviens fort. Okay. Parce que finalement, il y a quelque chose qui est important à prendre en considération sur le stress, tout ça, c'est que la seule chose sur laquelle tu as une vraie influence, c'est toi-même. Sur l'extérieur. Oui, c'est la seule. Enfin, ou plutôt d'influence, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est sur toi. Le la reste, capacité d'agir complètement, exactement. totalement. C'est ça. Donc, le reste, on va pouvoir uniquement avoir un peu d'influence. Quelqu'un qui est agressif face à toi, quelqu'un qui s'emporte, tu ne vas pas pouvoir lui dire, enfin, tu vas pas pouvoir faire à sa place le fait qu'il se calme. Par contre, toi, si en face, tu es calme, tu es posé, tu es en mesure de lui parler convenablement, là, tu vas être en capacité de créer une relation qui va être meilleure. Mais des fois, je vois des gens qui portent leur attention uniquement sur les choses qui ne dépendent pas d'eux. Beaucoup. Et ça nous arrive aussi, même si on a des techniques, c'est important de déculpabiliser par rapport à ça. C'est que le problème, c'est que, posez-vous la question, est-ce que vous êtes en train de porter votre attention sur quelque chose qui dépend de vous, oui ou non? Si c'est non, si ça ne dépend pas de vous, c'est peine perdue. Parce qu'on va dépenser beaucoup d'énergie avec le risque d'avoir très peu de résultats. Un petit peu comme quand on a eu la pandémie, quand il y a des mesures gouvernementales, quand il y a des choses à l'extérieur. Si on porte son attention sur des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, ça risque d'être extrêmement compliqué. C'est la fameuse, ça s'appelle la prière de sérénité. Alors cette situation, elle attribue à Marc Aurèle, Dalai Lama, Albert Einstein, mais en fait ça revient à ce que disait Geoffrey, c'est en fait déjà considérer, en tout cas pour la simplifier, c'est mettre la lumière, avoir la conscience des choses en fait, qui ne dépendent pas de nous et de ne pas perdre du temps dessus en fait, parce que ça ne sert à rien. Donc on vous mettra en description la prière de sérénité, parce qu'il y a les mots Dieu dedans ou je ne sais pas quoi, donc voilà, on va froisser personne aujourd'hui, parce que je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on met ce genre de mots, ça fait réagir dans les commentaires. D'ailleurs, dites ce que vous pensez dans les commentaires justement au sujet de la prière de sérénité ou de ce que vient de raconter Geoffrey. Et notez aussi justement une clé que vous avez retenue, que nous a parlé Geoffrey sur le stress, et ça m'amène à une transition. Justement, on a parlé donc de ce qui pouvait se passer dans la police, dans des situations de stress extrêmes, on pourrait appeler ça extrême, des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs, des athlètes pros. Et maintenant, comment monsieur et madame tout le monde peut utiliser ces techniques que vous utilisez donc à un très haut niveau, à un niveau élite, dans son quotidien justement pour améliorer sa capacité à résister au stress ou à transformer son stress en sérénité ou peu importe, mais comment monsieur et madame tout le monde peut avoir des outils simples qui sont, alors bien évidemment, je les connais parce que je les utilise aussi, mais j'aimerais ton feedback et en tout cas, plus que ton feedback, justement,
ce que tu penses être les clés les plus simples à appliquer ici et maintenant pour des gens qui ne sont pas forcément soumis à du stress extrême. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me renvoie à une situation que j'avais vécue quand je rentrais justement, j'étais encore policier de terrain, donc ça date un petit peu. Et j'avais vécu des expériences vraiment compliquées pendant la journée, mais tu sais, souvent quand on parle de situations extrêmes en police, on dit voilà, intervenir sur des braqueurs ou autres, mais d'avoir affaire à une femme battue, c'est aussi quelque chose d'extrême, c'est quelque chose qui est difficile. Quand tu as des enfants qui se sont fait martyriser par un père alcoolique et que la femme est pareil, amochée, c'est des situations où ton stress y monte. Il n'y a pas besoin d'avoir un accident de la route ou autre, c'est des situations du quotidien qui sont difficiles. Et sur les journées comme ça que j'avais passées, le soir, je rentre à la maison pour rejoindre ma femme, Betty, hein, que tu connais bien, et puis mes enfants. Et mes enfants se disputent. Et là, je me surprends à utiliser une technique de respiration que j'utilisais dans la police quand je sentais le stress monter. Et avant ça, j'avais jamais pris conscience, donc je te parle de ça il y a quelques années quand même, hein, mes enfants qui aujourd'hui ont 15 ans et 12 ans, ils devaient avoir 2-3 ans, enfin à ces alentours-là. Et je me surprends donc à utiliser une technique de respiration toute simple, hein, c'est j'inspire 3 secondes, je bloque pendant 5 et j'expire pendant 7. Moi c'est la respiration 357. C'est comme le concept d'ailleurs que je vois dans mon livre. Et je me dis mais c'est dingue, qu'est-ce que je viens de faire là? Ça veut dire que finalement le quotidien, c'est les mêmes techniques qu'utilisent les athlètes de haut niveau, qu'utilisent certaines unités d'élite, et je n'avais pas pris conscience de ça. Donc des fois, on cherche des choses très complexes, des outils très complexes, alors qu'en réalité, les choses les plus simples, comme les techniques de respiration, comme la méditation, sont extrêmement importantes parce qu'elles vont pouvoir gérer justement des situations du quotidien. Et ce qui est important derrière tout ça, c'est que plus les gens vont s'entraîner, ça, c'est important d'écouter, continuer à écouter les méditations de mon ami Cédric parce que justement, ça va vous habituer aussi parce que l'idée après, c'est de développer une certaine forme d'autonomie et d'être en mesure de reproduire d'une certaine façon ce que Cédric vous enseigne sur cette technique de méditation. Donc, 1, c'est encore une fois distinguer la situation. 2, une simple technique de respiration tellement efficace. Tu vois, d'ailleurs, si j'avais... comme ça, une fois, on m'avait posé la question, si tu avais des techniques à conserver par rapport à tout ce qui existe, respiration, méditation, sachant que la respiration est utile aussi dans la méditation. On passe souvent par la respiration dans la méditation, dans quasi toutes les traditions méditatives. Qui est un moyen finalement d'arriver à une certaine connexion à soi qui soit intéressante. Et je suis ravi, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je suis vraiment ravi de ce que tu as dit là. J'espérais que ça sorte. Ok, on n'a pas prévu. Hein. On n'a pas prévu, parce que c'est vraiment une conversation informelle. Mais pourquoi je suis ravi? C'est parce que c'est la différence. Je peux vous en parler très concrètement, puisque j'ai à la fois des personnes, monsieur et madame tout le monde, et d'autres personnes qui me contactent, comme Jay, des sportifs pros ou des chefs d'entreprise, qui souhaitent justement pouvoir gérer leur stress dans des situations extrêmes. La différence que je vois entre ces personnes-là, qui sont réellement confrontées à des situations extrêmes, ou des gens qui sont confrontés à des situations qui pour elles sont extrêmes, et elles le sont pour elles de toute façon, mais elles sont à un autre niveau, c'est que monsieur et madame tout le monde va chercher des secrets, va chercher des techniques, va chercher des choses, alors que quand moi j'ai des demandes de personnes qui sont réellement confrontées à des choses plus qu'impressionnantes, eh bien en fait, c'est elles-mêmes qui redemandent les bases. La respiration, la visualisation, la méditation, le retour en soi, bon, la météo intérieure, on appelle ça mettre la lumière, ou peu importe les mots qu'on met dessus. Donc le message en fait, ou en tout cas une des clés que j'ai envie de vous passer ici, et merci de Jeffrey d'avoir vraiment mis la lumière dessus, c'est que revenons à la base. Vous l'avez vu ces dernières semaines quand je vous avais parlé de manifestation, à chaque fois j'ai insisté sur la base était vraiment le plus important. Et juste pour apporter une petite anecdote sur pourquoi toujours faire les choses de base sont importantes. Donc une époque de ma vie, je me suis orienté en tant que prof de yoga, comme tu le sais. J'en ai parlé dans ma conférence à la Z. Et à un moment donné, j'avais gardé qu'un client en one-to-one, enfin en coaching individuel.
Et pendant un an et demi, en fait, donc on faisait de l'Ashtanga, qui est un yoga assez dynamique et un yoga où on fait tout le temps la même chose. Eh bien, moi, j'ai fait faire tout le temps la même chose, mais que le début de la séance. Que la position debout, sans position. Enfin, vraiment, on a focalisé pendant le temps d'une séance normale juste sur les bases, juste sur le début. Et après, quand je ne l'avais plus en enseignement, parce que moi, j'avais décidé de faire que du online et de vraiment me focaliser sur le contenu que je vous apportais en termes de sérénité et de méditation, il est allé assister à des autres cours et il me disait qu'une fois sur deux, on lui demandait s'il n'était pas prof. Alors que ça faisait qu'un an et demi, 2 ans qu'il pratiquait, mais parce qu'il avait maîtrisé les bases, j'avais été assez dur avec lui sur ça, mais en les répétant alors qu'il en faisait qu'une fois par semaine. Au bout de 2 ans, la plupart des professeurs pensaient que c'était un de leurs confrères et professeurs aussi. Ça met vraiment en lumière que les bases, ça sera toujours le plus important. Ça ne veut pas dire que les bases, c'est facile à pratiquer, c'est facile à acquérir, mais justement arrêter de courir après j'allais dire des fausses clés, c'est pas très gentil, non, mais arrêter de courir après des secrets ou des choses trop compliquées. Parce que je te redonne le micro. Ouais, mais parce que c'est hyper important ce que tu dis, Cédric, et ça, c'est si vous écoutez jusque-là, déjà, il n'y a pas de hasard. Parce que ce que dit Cédric, effectivement, c'est pas sexy. C'est pas sexy de dire revenir à la base. Oui, mais moi, il me manque des choses, j'ai besoin d'en savoir plus. C'est ça. Sauf que là, rien que les bases, la respiration, tu vas t'observer. Ah, j'ai besoin de tel type de respiration. Tu vas la pratiquer. Tu vas tester, tu vas expérimenter, tu vas avoir ton propre feedback. Pas le feedback qu'un prof t'a dit, qu'un ami t'a dit, mais toi, ton propre feedback. Tiens, tel type de respiration fonctionne dans cette situation. Elle fonctionne moins bien dans telle situation. Comment je peux l'améliorer? Et là, on arrive justement, et tu me posais la question tout à l'heure avec le travail des sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, à la différence d'un amateur, on va dans la finesse. C'est les bases, c'est la même chose. Sauf que comment tu l'utilises encore un peu mieux? Ce millimètre de recalibrage qui va te permettre justement d'atteindre l'excellence. Et aujourd'hui, c'est vrai que je le constate. Oui, mais Geoffrey, c'est quoi comment tu fais avec les athlètes de haut niveau? Les athlètes de haut niveau, déjà, ils pratiquent beaucoup plus qu'un amateur et surtout, il a cette prise de recul à chercher du feedback par rapport à sa pratique. Parce qu'il y a une différence entre, la méditation, tout le monde le sait. Tout le monde sait comment faire une méditation. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Dans le principe. Pas compliqué. Puis maintenant, demandez à l'intelligence artificielle, vous allez voir, va vous sortir un protocole de méditation. Mais concrètement, pratique, teste, expérimente. Et après, va voir un expert en méditation, en préparation mentale, dans ce que tu veux. Et demande-lui du feedback pour améliorer ce que tu fais déjà. C'est ça qui est important aussi. Parce que des fois, on dit, je veux augmenter, c'est un petit peu comme avoir une grande bibliothèque avec plein de livres. C'est bien. Mais si tu n'appliques pas un seul truc qu'il y a dans ta bibliothèque, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Combien de fois? Moi, au départ, quand je te suivais déjà sur les réseaux, donc c'est pour ça aussi que c'est un honneur pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Et quand je t'ai observé, sur les premières fois où on s'est rencontrés, je me suis dit, mais lui, il vit la méditation en fait. C'est quelqu'un qui est en mesure de, quand il sent qu'il est là, hop, il revient rapidement, il recalibre et tout ça. Et tu testes, tu expérimentes sans cesse. Tu pourrais dire, non mais c'est bon. Ça fait des années, j'ai des millions de personnes qui écoutent et tout ça, je sais. Toi, tu n'es pas que dans le savoir. Il y a des choses que tu sais qui sont acquises, mais c'est aussi comment tu les améliores sans cesse. Et d'ailleurs, la preuve de ma présence sur ton podcast, tu pourrais dire, c'est bon, je sais. Sauf que là, tu fais intervenir d'autres personnes qui ont une expertise complémentaire à la tienne. Et rien que ça, c'est une preuve aussi de quelqu'un qui veut sans cesse s'améliorer. Et c'est ça pour moi le secret des champions. On disait qu'il n'y a pas de secret. C'est le secret pour le coup de vouloir tout le temps s'améliorer en améliorant ce qu'ils font déjà. Et ça, c'est très puissant. C'est très puissant et ça permet de passer des caps. Parce que quand tu passes un cap, on reprend l'exemple de la respiration. Tu t'observes, tu as besoin d'une respiration, tu la testes, tu comprends. Donc tu passes un certain cap. Quand tu vas la repratiquer, tu vas repasser à un autre cap. Et après, il y a des automatismes qui vont se mettre en place, etc. etc. Donc c'est ça aussi une des choses qui font qu'un champion est un champion et certains resteront au niveau amateur ou JOS dans la connaissance. Et ça demande de l'humilité, même justement pour un champion, de pratiquer les bases, de revenir à une pratique de base, de faire les classes, entre guillemets, alors qu'il est dans le top élite ou ce genre de choses. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi, et vous le remarquerez aussi, pour tout. Bien évidemment, c'est important d'avoir conscience de votre valeur. Et les sportifs de haut niveau, ils ont conscience de leur valeur. Mais comme en philosophie, comme dans les pratiques introspectives, quand on arrive à un certain niveau, eh bien, on revient à la fameuse phrase de Socrate
plus je sais, moins je sais. Et ça permet vraiment de pratiquer donc, avec une ouverture et une humilité qui fait la différence. Moi, justement, je l'ai vu entre des sportifs du dimanche et des sportifs top élite. Justement, le sportif qui maîtrise un peu ou qui commence à avoir un petit niveau, il ne veut plus refaire ses bases et ce genre de choses. Alors que justement, le sportif élite, il sait qu'il y a un minimum à faire. Et il va justement, comme tu le disais, peut-être le peaufiner d'un millimètre ou ce genre de choses. Mais ça va faire la différence à la fin. Parce que parfois, c'est inconfortable aussi. Quand tu es dans cette zone de confort où tu dis ah, j'ai mis tellement de temps à maîtriser, aujourd'hui je maîtrise, c'est cool. Sauf que même dans ce palier-là, tu peux encore t'améliorer, tu peux encore peaufiner. Un petit peu comme des relations de couple, des relations amicales. Tu peux toujours peaufiner, améliorer. Si tu restes... En fait, moi, ce que je me suis aperçu dans différentes situations, mais même dans certains groupes prestigieux de la police, quand on voyait qu'ils étaient très bons, et à un moment donné, leur niveau commençait à baisser parce qu'ils restaient sur leurs acquis. Par contre, quand ils ouvraient leur esprit en disant « Tiens, je vais aller m'inspirer de techniques qui se fait dans le privé, qui se fait dans d'autres services », là, ils repassaient un cap. Ouais, course correcte, rapide. C'est ça. C'est OK de... J'allais pas être poli, mais c'est OK de rater, entre guillemets, ou de ne pas être sur la bonne direction. C'est OK à 100%, mais il faut... alors, course correcte, il faut rectifier le plus rapidement possible et c'est OK. C'est OK de foirer, mais il faut rectifier le plus rapidement possible. On apprend. Oui, ben c'est ça. Et puis les gens me disent, oui, mais j'ai foiré. Mais attends, si tu as foiré, si tu as, entre guillemets, raté, si tu as le sentiment d'avoir échoué, c'est que tu es passé à l'action. C'est ça. Sinon, c'est que tu n'as rien fait. Pour moi, ce n'est pas un échec. L'échec, c'est vraiment quand tu abandonnes alors que tu aurais eu peut-être la possibilité d'aller un peu plus loin. Et souvent, les gens culpabilisent par rapport à ça. J'ai échoué et tout. Et pour revenir encore une fois sur les athlètes de haut niveau, dernièrement, j'avais un athlète qui a senti ce pic de stress monter. La veille, il était à 9. Le lendemain, il était descendu. Quand je dis à 9, souvent sur une échelle de 1 à 10. Voilà, sur une échelle de 1 à 10, t'es à combien? Ah, j'étais à 9. Vraiment, limite, je perdais mes moyens, quoi. Ok, pas de problème par rapport à ça. Donc, après, il est redescendu, mais il a quand même ressenti ça, qui pour lui a duré un peu trop longtemps, c'est-à-dire que ça avait duré quelques minutes. On a débriefé, on a cherché l'élément déclencheur et tout ça. Et après, le lendemain, il dit « ça a été beaucoup mieux ». À combien t'étais? J'étais à 7. Donc, il aurait pu dire « ah, j'étais encore à 7 ». Non, je lui dis « tu as gagné 2 points ». C'est ça qui est énorme. Porte son focus sur ce que tu as gagné. En plus, ça t'a permis d'être encore plus fluide, de pouvoir proposer vraiment ta meilleure technicité. Et là, de se valoriser, de porter son focus sur les choses qu'il avait bien fait, ça lui a redonné vraiment de la motivation, de la confiance. Parce qu'encore une fois, c'est pareil, il y a ce fantasme de croire que les athlètes de haut niveau sont toujours motivés, sont toujours dans cette quête et puis toujours, il n'y a que des hauts. Non, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, les athlètes sont tout autant démotivés que motivés. Par contre, ils ont cette capacité à se remobiliser quand ils sont démotivés. Et c'est là que ça fait la différence. Merci Jeffrey pour toutes ces clés. Maintenant, justement, si tu veux bien, parle-nous de cette transition que tu as fait entre la police et ton métier maintenant de préparateur mental et aussi de coach de coach. Alors, moi j'ai une petite idée parce que justement on en a parlé. Jeffrey, dans ses dernières années de police, il décortiquait tout. Et quand il allait en intervention, il prenait des notes ou il avait ses feedbacks et tout. Donc, on comprend qu'une personne comme ça puisse après être en capacité de pouvoir aider les autres. Mais voilà, si tu peux nous en parler et puis parle-nous aussi de ton bouquin. Oui, avec plaisir. Tu sais, on peut faire le même voyage qu'une autre personne, mais de quelle façon on observe ce qui se passe, comment prendre la hauteur par rapport à tout ça. Moi, les 15 années de police, ça a été vraiment 15 années comme dans un laboratoire, à apprendre l'humain, à comprendre l'humain, à me comprendre déjà moi, comment je réagis dans telle situation, pourquoi je réagis comme ça, comment m'améliorer, tout ça. Donc tout ça, pour moi, ça a été vraiment source d'un grand apprentissage. Et puis à un moment donné, j'ai eu le sentiment d'avoir fait un peu le tour, de me dire, voilà, d'apparent, j'ai tout pour être heureux, sauf que intérieurement, je ne suis pas pleinement épanoui. Et c'est là qu'est venue la question des valeurs, qu'est-ce qui est nourri, qu'est-ce qui n'est pas nourri. Et en l'occurrence, ce qui n'était pas nourri, c'était ma valeur liberté. J'avais le sentiment d'avoir… Et encore une fois, je n'en veux pas à cette institution policière parce que c'est comme ça, il y a une hiérarchie, etc. Mais moi, je me sentais enfermé, je me sentais engoncé un peu dans une situation. Et moi, j'ai besoin de liberté, d'entreprendre, d'aller de l'avant.
Donc c'est pour ça que j'ai cherché déjà à modéliser ce que je faisais pour pouvoir créer ma propre méthode, la méthode puissance mentale, qui aujourd'hui s'adapte à des athlètes de haut niveau, à des chefs d'entreprise, à monsieur et madame tout le monde, pour être justement en mesure de s'adapter, aux situations qu'elles rencontrent, de pouvoir gérer leur quotidien finalement. Et donc, une fois que j'ai mis en place cette méthode, j'ai fait le pas de quitter aussi l'institution et de quitter la police. Et c'est ça aussi qui est important pour moi, et ça on en a discuté aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle de sortir de sa zone de confort, quand je dis gérer son stress, tout ça je l'ai expérimenté à ma façon. On ne vit jamais les mêmes choses que les autres. Mais en tout cas, c'est important pour moi d'avoir du terrain, d'avoir du feedback. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai cette légitimité, cette crédibilité qui fait que mon passé, j'ai aussi su en tirer beaucoup d'apprentissage. Et aujourd'hui, donc voilà, j'accompagne beaucoup de personnes. Je forme aussi dans le domaine du coaching en préparation mentale et avec un livre qui va sortir sur la méthode puissance mentale. Donc, ça s'appelle Mon Challenge Puissance Mentale. Donc, c'est la méthode puissance mentale qui permet, alors la phrase d'en dessous le titre, c'est en 5 minutes par jour, d'apprendre à se faire confiance pour oser dépasser ses limites. Donc, il y a vraiment cette notion d'apprendre à se connaître finalement pour comment faire pour passer certains caps. Et donc le livre sort aux éditions Erol, il sort le 11 janvier, il est déjà en précommande. 2024, au 2024, cas où vous regardez cette vidéo plus tard. C'est ça, si c'est après le 11 janvier 2024, vous pouvez déjà le commander en ligne ou dans les librairies. Là, il est en prévente déjà? Il est déjà en prévente, oui. Ok, donc si on va sur Amazon ou… C'est ça. Ok, on peut le précommander. N'hésitez pas à commander et surtout à me faire votre feedback. Encore une fois, moi c'est important, c'est ce qui m'intéresse. Une fois que vous l'avez lu, décortiqué, etc., n'hésitez pas à me dire ça j'ai adoré, ça peut-être j'ai moins apprécié, ça m'a vraiment servi. Moi je me nourris énormément du feedback et ça permet aussi de toujours grandir sans cesse. Et justement, tu vois la question que je m'étais posée, comment je peux faire un livre qui puisse aider monsieur et madame tout le monde avec des techniques qui sont habituellement réservées à une certaine élite. Tu vois, et les gens vont se rendre compte que dans le processus du livre, finalement, c'est des choses simples. Mais comme on le disait tout à l'heure, Cédric, c'est qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je connais et comment je le mets en pratique concrètement. Ne négligez jamais, je ne sais pas quelle caméra regarder, mais c'est pas grave, c'est le début. Ne négligez jamais les choses simples, c'est important. Bien évidemment, pour appliquer, pour implémenter les choses simples, il faut une méthodologie. Et je pense que c'est ce que le livre permet. Moi, je l'ai sans cesse répété aux gens qui font mes programmes sur le stress et dernièrement la manifestation. On travaille sur la base, on fait des choses simples, mais justement, ces petits pas, ça va faire que les gens vont être en compétence, mais durablement. Et c'est ça qui est hyper important. Ne négligez jamais les choses simples et revenez à la base. Bien évidemment, encore une fois, ça demande de l'humilité, mais après, ça dépend si vous voulez des résultats ou pas, parce qu'on est dans un monde et surtout on travaille sur les réseaux, entre guillemets, où on partage notre contenu et on sait que les gens sont friands de secrets, de ce genre de choses. Ne vous perdez pas là-dedans. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de dire. En tout cas, c'est ce que je ressens là maintenant et c'est ce que j'ai envie de partager. Et si tu me permets juste de rebondir sur ça, beaucoup des fois de personnes recherchent des choses compliquées, alors qu'en réalité, le but, c'est plus d'apprendre des choses simples, mais qui sont appliquées avec excellence. Si les choses simples sont appliquées avec excellence, vous allez faire une différence dans votre environnement, dans votre quotidien. Et avoir des résultats. Et avoir des résultats concrets, palpables. Donc, c'est important aussi de redire ça. Même si on est sur une chaîne de sérénité, même si on est sur une chaîne de stress, bien évidemment qui s'adresse aussi à des gens qui performent, gardons un œil sur les résultats et servons-nous des résultats comme une métrique qui nous dit si ça fonctionne ou pas. Ça sert à rien. C'est pas une fin en soi, comme tu dis. C'est pas une fin en soi, un résultat. Comme tu dis, on s'en sert comme une métrique. Ouais, c'est une métrique. C'est pas une finalité. Ça permet de savoir quelle étape d'après passer. Mais en fait, je dis ça parce que beaucoup de gens qui sont sensibles à cette thématique du stress sont aussi très connectés à leur spiritualité. Et aujourd'hui, quand on voit un peu l'offre qui est faite, je parle d'offres, donc je vous parle concrètement, même par les gens qui vous disent que ce n'est pas des offres, on est dans des histoires de fées, d'anges, de portails, de je ne sais pas quoi. Les résultats sont le plus important.
Et le fait de savoir les choses aussi ne sert à rien tant que vous ne les implémentez pas. Ça veut dire, en fait, je vous dis ça surtout parce que j'y suis confronté tous les jours et même dans les commentaires, même si j'adore lire vos commentaires. Ne soyez pas orgueilleux ou orgueilleuse à savoir les choses, mais concentrez-vous aussi sur les résultats, ou en tout cas commencez à vous concentrer un peu sur les résultats. Les résultats, c'est la clé, et comme tu le dis, ce n'est pas une fin en soi, hein. C'est toujours des choses, des éléments qui nous permettent aussi de nous comparer. Avant, je n'avais pas de résultats, maintenant j'en ai, tiens, je fais le bilan, est-ce que je préfère aller dans cette direction-là, mais voilà, soyons dans le concret, les amis. C'est palpable. Et soyons dans le palpable. Bah oui, c'est ça. Et tu sais, ce qui est important aussi, c'est par rapport à ces résultats, moi je le vois même avec les athlètes de haut niveau, quand tu ne réussis pas ce que tu t'étais fixé, ok, il y a de quoi faire un feedback, un débrief. Mais même quand tu réussis, on est toujours à dire, ok, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour, encore une fois, passer un cap. Donc les résultats, j'aime beaucoup quand tu dis c'est une métrique, c'est réellement ça. Et plus vous aurez cette capacité à prendre de la hauteur par rapport à un résultat et que ça ne soit pas non plus identitaire, c'est-à-dire si j'ai réussi, c'est parce que je suis meilleur que les autres, ou si j'ai raté, c'est parce que je suis une merde. Non, c'est juste à un moment donné, c'est à un instant T, il y a eu tel résultat. Ça ne définit en rien qui je suis réellement. Donc, bon, faites-vous plaisir quand même, faites preuve de gratitude. Bien sûr, ah oui, ça n'empêche pas. Ayez un beau résultat, soyez dans la conscience, dans la présence de ce résultat et servez-vous-en comme justement un élément où vous pouvez générer cette énergie de gratitude, puis continuez pour en avoir davantage si vous le souhaitez ou surtout si ça fait sens. D'ailleurs, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du sens parce que ce n'était pas prévu. Mais ça me semble opportun, puis là avec ce qui se présente, justement dans cette quête de performance, dans cette quête de résultats, que ce soit pour, je ne sais pas si tu travailles avec des artistes, mais en tout cas avec des chefs d'entreprise et avec des athlètes pros, comment tu lis le sens à cette quête de résultats ou cette quête de performance? Selon moi, il n'y a pas de performance à long terme en tout cas, sans qu'il n'y ait du sens. D'ailleurs, dans mon livre, vraiment sur cette méthode puissance mentale, le fond c'est le sens. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que les gens qui parviennent à dépasser leurs limites, qui parviennent à aller au-delà de ce qu'ils pensaient réalisable ou tout ça, c'est qu'ils sont allés se connecter à quelque chose qui était vraiment, qui donnait du sens pour eux. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société où les gens se sentent parfois comme perdus. Et c'est pour ça le stress aussi, c'est parce que qui je suis, comment je réagis, qu'est-ce que je fais. Beaucoup de gens sont paumés en fait. Et quand on a conscience que plus on remet du sens dans nos actions, même là, le sens que ça a quand on échange, le sens que ça a quand on partage, etc., ça donne de la puissance dans nos actions, ça donne de la puissance dans qui l'on est, dans ce que l'on fait. Et pour moi, c'est fondamental. Sans sens, de toute façon, on ne peut pas atteindre de beaux résultats. Et c'est ce que j'avais perdu, moi, dans la police. Je ne trouvais plus de sens à ce métier-là, en fait. J'étais allé par conviction, l'envie d'aider, l'envie de comprendre un peu comment l'humain fonctionnait. Et à un moment donné, je me sentais vide de sens. Donc pour moi, c'est fondamental. Merci de nous avoir écoutés. Merci Jay. Moi, je l'appelle Jay. Ça, c'est entre nous. Vous pouvez aussi m'appeler Jay, ça ne me pose pas de problème. Appelez-le Geoffrey. Voilà. Geoffrey Brochet, merci d'avoir été là. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Donc là, Geoffrey vous a parlé du comment, enfin du pourquoi. On a expliqué le pourquoi. Et justement, si vous voulez connaître le comment, achetez son bouquin. Et justement, il sort le 24 janvier 2024. 11 janvier 2024. Chez Erol, vous pourrez le trouver dans les bonnes librairies et chez Amazon. Merci de nous avoir suivis et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, eh bien, c'est vous accorder de l'importance. Et lire un bouquin, c'est aussi prendre du temps pour soi. C'est ça. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Yes. Cool.